quelque part, à plus de 25 milliards de kilomètres d'ici. Une machine construite dans les années 70, avec moins de puissance de calcul qu'une montre connectée, est encore en train de nous parler. Elle devait mourir il y a 45 ans. Elle n'est pas morte. Et ce qu'elle a découvert en chemin a réécrit ce qu'on pensait savoir sur notre système solaire tout entier. En 1977, la NASA a lancé 2 sondes, Voyager 1 et Voyager 2, avec une mission officielle de seulement 5 ans qui était d'étudier Jupiter et Saturne. Personne à l'époque n'osait dire tout haut ce que les ingénieurs espéraient tout bas, que ces machines pourraient survivre bien plus longtemps, peut-être assez pour atteindre les confins même du système solaire. Presque 50 ans plus tard, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais cette vidéo ne va pas juste vous raconter que 2 sondes ont volé loin dans l'espace. Vous allez comprendre pourquoi cette mission n'aurait jamais dû être possible. Quelles découvertes ont littéralement forcé les scientifiques à réécrire des manuels entiers. Et pourquoi, à l'instant précis où vous regardez cette vidéo, ces 2 machines continuent de s'éloigner de nous, pour ne jamais revenir. Avant même de parler de ce que Voyager a découvert, il faut comprendre à quel point cette mission n'aurait jamais dû exister. Dans les années 1960, un étudiant en doctorat à Caltech du nom de Gary Flandreau travaillait sur une étude de routine pour la NASA. En faisant ses calculs, il remarque quelque chose d'extraordinaire. À la fin des années 1970, les 4 planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, allaient s'aligner d'une façon qui ne se reproduit que tous les 176 ans. Dans cette configuration précise, une seule sonde pourrait visiter les 4 géantes gazeuses, les unes après les autres. En utilisant la gravité de chaque planète comme une fronde pour se propulser vers la suivante, sans consommer une goutte de carburant supplémentaire. Ce projet a un nom, le Grand Tour. Le problème, c'est le calendrier. La fenêtre s'ouvre en 1977 et se referme quelques années plus tard. Si on rate ce lancement, plus personne de vivant sur Terre n'aura jamais une autre chance. Le Congrès américain refuse de financer le Grand Tour complet. Trop cher, trop risqué. Il accepte à la place une version réduite, 2 sondes, une mission de 5 ans, direction Jupiter et Saturne seulement. Sauf que les ingénieurs de la NASA font un choix qui va tout changer. Ils construisent ces sondes comme si elles devaient durer bien plus longtemps que ce qu'on leur autorise officiellement. Système redondant, générateur d'énergie longue durée, ordinateur de secours, propulseurs de rechange qui resteront inactifs pendant des décennies avant de servir un jour. Voyager 2 décolle, le 20 août 1977. Voyager 1 suit 2 semaines plus tard, sur une trajectoire plus rapide qui lui permet de dépasser sa sonde jumelle dès décembre. 2 machines pensées pour durer 5 ans, construites par des gens qui, en secret, en espéraient 50. Et cette fenêtre de lancement, cet optimisme silencieux des ingénieurs, allait immédiatement être récompensé. Parce que ce que Voyager 1 découvre en arrivant à Jupiter dépasse tout ce que les scientifiques avaient imaginé. On s'attendait à une atmosphère organisée, avec des bandes de vent régulières. Voyager découvre à la place un chaos météorologique permanent. Des ouragans grands comme des continents, la grande tache rouge confirmée comme une tempête plus large que la Terre entière, entourée de tourbillons jamais observés auparavant. Mais ce sont les lunes de Jupiter qui bouleversent le plus les esprits. La lune de Jupiter, qu'on imaginait froide et cratérisée comme notre propre lune. Elle se révèle être le monde le plus volcaniquement actif de tout le système solaire. Des éruptions filmées en direct, projetant de la matière à 100 km d'altitude. Puis Europe, silencieuse, recouverte d'une carapace de glace fissurée qui laisse penser à un océan liquide caché sous la surface, maintenu par les mêmes forces de marée qui rendent la lune de Jupiter si violente. 21 mois plus tard, Voyager en atteint Saturne.
Ce qu'on croyait être 5 anneaux se révèle en être des centaines, empilés comme les couches d'une partition qu'on croyait connaître par cœur. Et puis vient la découverte la plus troublante. Saturne perd ses anneaux, lentement aspirés par sa propre gravité. Dans environ 300 millions d'années, ils auront disparu. Mais Jupiter, Saturne, leur lune, ce n'était que la moitié du voyage. Ce qui attend? Voyager d'eux seuls, au-delà de Saturne, va emmener une sonde là où aucun engin humain n'était jamais allé, là où aucun n'est jamais retourné depuis. Voyager 1 a terminé son travail planétaire à Saturne. Voyager 2, elle, continue seule vers 2 mondes qu'aucune sonde n'a jamais visités avant elle. En janvier 1986, elle survole Uranus, une planète inclinée à 98 degrés, littéralement couchée sur le côté, avec un champ magnétique décalé de 59 degrés par rapport à son axe de rotation. Un chaos magnétique que les scientifiques peinent encore à modéliser aujourd'hui. Puis en 1989, elle atteint Neptune, la planète la plus lointaine du système solaire, où elle mesure des vents de près de 2400 km/h, les plus violents jamais enregistrés. Le grand tour est terminé. Aucune autre sonde n'a jamais refait ce trajet complet. Puis en février 1990, alors que Voyager 1 se trouve déjà à 6 milliards de kilomètres. La NASA s'apprête à éteindre définitivement ses caméras, mais l'astronome Carl Sagan insiste pour une dernière image. Retourner la caméra vers la Terre, une ultime fois. Le 14 février 1990, la sonde obéit. Sur la photo, la Terre apparaît comme un simple pixel bleu pâle, perdu dans la lumière diffusée du Soleil. Toute l'histoire humaine tient sur ce fragment de lumière. Après ça, les 2 sondes continuent leur route dans le noir, vers une frontière que personne n'avait jamais pu observer directement. La limite où l'influence du Soleil s'arrête et où commence l'espace interstellaire. Voyager 1 l'a franchi en 2012. Voyager 2 en 2018. Et là encore, une surprise. Le champ magnétique, censé changer d'orientation selon tous les modèles, ne change pas. La frontière de notre bulle solaire est bien plus étrange et irrégulière que quiconque ne l'avait imaginé. Aujourd'hui, les 2 sondes continuent d'envoyer des données, malgré des ordinateurs vieux de 50 ans, une puissance qui décline lentement et des communications qui prennent près de 2 jours aller-retour. Un jour, elles se tairont pour de bon. Mais elles continueront leur course, silencieuses, pendant des centaines de milliers d'années, emportant avec elles un disque doré rempli de musique, de voix et de salutations en 55 langues. Un message qui survivra probablement à notre Soleil lui-même. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel la nuit, pensez à ça, quelque part là-haut, dans un noir presque total. 2 machines construites il y a un demi-siècle continuent d'avancer. Seules, sans jamais pouvoir revenir. Elles ne s'arrêteront pas. Elles ne feront jamais demi-tour. Il n'y a personne à bord pour changer d'avis, personne pour ralentir, personne pour regarder une dernière fois par le hublot. Juste 2 structures métalliques, de plus en plus froides, de plus en plus silencieuses, qui continuent leur ligne droite à travers un vide que même la lumière met des heures à traverser. Un jour, et ce jour arrivera peut-être dans les 10 prochaines années, la dernière génératrice à bord finira par ne plus produire assez d'énergie pour alimenter le moindre instrument. Il y aura un dernier message, une dernière suite de chiffres envoyés à travers 25 milliards de kilomètres de vide, captés ici, sur Terre, par une antenne pointée vers un point dans le ciel que plus personne ne verra jamais bouger. Et puis, plus rien. Pas d'explosion, pas de signal de détresse, juste un silence qui durera pour toujours. Mais la sonde, elle, continuera. Elle n'a pas besoin d'énergie pour exister, seulement pour parler. Et pendant que nous, ici-bas, continuerons à vivre nos vies,
à nous disputer, à nous aimer, à construire et à détruire. Elle continuera sa route dans le noir, imperturbable, portant en elle un disque doré rempli de nos voix, de nos musiques, du bruit des baleines et du tonnerre, de salutations dans 55 langues que plus personne, peut-être, ne parlera jamais. Dans 40 000 ans, elle passera près d'une étoile que nous connaissons à peine. Dans 300 000 ans, elle croisera Sirius. Et bien après que notre Soleil se sera éteint, bien après que la Terre elle-même aura disparu, ce petit disque doré continuera de tourner autour d'un axe, quelque part, porteur du seul souvenir qu'il restera de nous. Alors je vous pose la question. À vous, maintenant. Si dans 1 milliard d'années, une civilisation quelconque, quelque part, tombait sur cette sonde et écoutait ce disque, qu'est-ce qu'elle comprendrait de nous? Et surtout, est-ce qu'elle aurait raison?